Alors, nous entamons le 4e webinaire sur la série de 6. Ce soir, c'est comment déjouer les habitudes du tabagisme, qui est organisé par la Ligue contre le cancer en soutien au mois sans tabac. L'objectif, évidemment, le tabagisme, on ne le dit pas, mais j'ai pas eu coutume de le dire, c'est une première cause de mortalité évitable en France. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de se concentrer sur les risques, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour s'engager dans l'arrêt. Alors là, ça fait une quinzaine de jours de mois sans tabac. Alors juste avant de vous parler des différents webinaires qui ont été organisés, que vous pourrez visionner plus tard, je me présente. Je m'appelle Monia Djillali, je suis psychologue et addictologue. Donc ma spécialité, ce sont les addictions. J'ai plusieurs casquettes. J'interviens en entreprise sur la thématique des addictions, sur tous les volets préventifs, le tabac, mais aussi tous les autres produits et les écrans également. Et j'ai aussi des consultations en libéral. Alors, juste pour des raisons vous partage des petits éléments pratiques. Vous pouvez me poser vos questions dans la conversation en direct auxquelles je vais répondre. Et sinon, pour des questions peut-être plus individuelles, on a 45 minutes de présentation et on est enregistré. Et ensuite, au bout de 45 minutes, on coupe l'enregistrement et on laisse 15 minutes de questions. Et là, vous pourrez ouvrir vos micros pour me poser les questions et je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez toujours vous inscrire au Bois sans tabac. Là, si aujourd'hui vous venez juste prendre de l'information ou si vous êtes plus tard, à un moment donné, en replay, si c'est pas cette année, ça peut être l'année prochaine. En vous inscrivant au Mois sans tabac, il y a plein de raisons, des milliers de raisons de s'inscrire, parce que c'est 5 fois plus de chances d'arrêter, surtout. On va le voir au fur et à mesure du webinaire, l'intérêt de s'inscrire au Mois sans tabac. Et aussi, donc là, il y a 2 QR codes, donc il suffit de flasher le QR code. Pour ça, ouvrez votre application de téléphone photo et vous vous approchez, ça va vous envoyer directement sur le site pour vous inscrire. Et vous pourrez aussi télécharger le petit kit du mois sans tabac, kit qui est important parce que pour moi, il est important. Là, on va être sur la dépendance comportementale. Le simple fait de le réceptionner, d'aller chercher dans une pharmacie ou auprès d'un professionnel de santé, ça va vous permettre d'ancrer quand même physiquement cet arrêt. Le deuxième QR code juste à droite de la page, c'est simplement pour aller, enfin, pas vous inscrire, parce que vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour participer au webinaire, mais simplement de cliquer sur le lien à l'heure. Donc c'est à 18h30 tous les mercredis jusqu'à la fin du mois, à 18h30 à 19h30. On a déjà fait tout savoir sur le tabac pour mieux arrêter. Ça, c'est vraiment des connaissances globales sur comment fonctionnent les addictions, l'addiction au tabac. Et le deuxième, c'était comment bien préparer l'arrêt du tabac, parce que c'est important de le préparer et de ne pas se lancer, même si on a une très forte motivation, de se dire, voilà, il y a des petites étapes qu'on peut mettre en place qui vont peut-être faciliter l'arrêt. Comment trouver la motivation? C'était celui de la semaine dernière pour arrêter de fumer. Comment la renforcer? Et aujourd'hui, on est comment déjouer les habitudes du tabagisme, qui est sur la dépendance psychologique et comportementale. La semaine prochaine, on sera comment on prévient la rechute, parce que oui, c'est la règle en addicto, la rechute, mais on peut anticiper. Et le dernier, ce sera comment maintenir l'arrêt après le mois sans tabac. Alors, le programme de notre webinaire, donc déjà on est à 15 jours d'arrêt d'engagement pour celles et ceux qui sont engagés dans l'arrêt au 1er novembre. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, donc j'adapte quand même, mais pour ceux qui ont arrêté depuis 15 jours, on va faire un petit point là-dessus. On va voir ensuite les dépendances comportementales et psychologiques. Je vous ferai quand même des rappels sur ce que c'est quand même la dépendance physique et qu'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas que d'une question d'habitude, hein. C'est important de se le redire. Après, comment est-ce qu'on fait pour contourner justement ces habitudes, les automatismes? Quand chaque fumeur me dit ah, mais je ne sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi, je le fais automatiquement sans même y réfléchir. Comment est-ce qu'on peut casser justement et détourner, contourner, déjouer tous ces automatismes-là? Et je vous parlerai des aides à l'arrêt. Et ensuite, je vous donnerai, comme à chaque fin de webinaire, un exercice. Alors là, il y a la particularité, c'est qu'il y en a 2. Il y a l'exercice de la semaine dernière qu'on va remettre un petit peu à jour, parce qu'il est vraiment important cet exercice-là.
C'est un exercice plutôt sur le long terme et un nouveau petit exercice, puisqu'on va parler, je ne l'ai pas inscrit là d'ailleurs dans le programme, on va parler aussi de la gestion du stress, qui est importante dans l'arrêt du tabac, sur la question notamment de la dépendance psychologique, puisque souvent c'est lié aux émotions et au stress. Et après, on gardera donc le quart d'heure pour les questions. Alors, 15 jours de mois sans tabac, donc une quinzaine de jours en ayant arrêté de fumer. Qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, il y a pas mal de bénéfices. Je sais pas, alors, si vous avez vu le webinaire sur la motivation, on se le disait, la motivation, c'est vraiment c'est un ratio entre l'effort et l'avantage qu'on va obtenir quand on se met dans une action. À chaque chose qu'on fait au cours de la journée, il y a un petit rapport comme ça qui se fait rapidement. Si l'effort est très très important et qu'il y a quasiment pas de récompense, il n'y a pas d'intérêt, bah, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire. Bon, sauf si on y est obligé, hein, il y a des choses qu'on est obligé de faire. Bon, on ne les fait pas avec un grand entrain. Là, l'objectif, c'est de se dire à chaque fois qu'on avance dans l'arrêt, c'est de se dire, bah, on va essayer de renforcer tout ce qu'on va avoir obtenu en récompense. Donc c'est pour ça que je vous fais un petit rappel. Mais il n'y a pas que ça. Là, c'est axé sur la santé, sur le physique, mais il y a vraiment d'autres choses. Et et c'est pour ça qu'on pourrait échanger, parce qu'au bout de 15 jours, chacun va avoir des petits bénéfices secondaires, des petites choses auxquelles il n'avait pas pensé. Mais je vous rappelle quand même ce pour la santé. Donc, au bout de 24 heures d'arrêt, quand on a écrasé sa dernière cigarette et pendant 24 heures, on n'a pas fumé, on a le taux de monoxyde de carbone qui revient à zéro ou presque à zéro, parce qu'il peut y avoir un peu de pollution. Mais le monoxyde de carbone, on se l'est dit, c'est ce qui est toxique dans le tabac, c'est la fumée. Le fait que quand on allume une cigarette, il y a une combustion qui se fait ça peut aller jusqu'à 800 degrés. Donc, c'est ce qui va rendre la fumée très toxique. Et donc là, au bout de 24 heures, on s'en est débarrassé. Ça veut dire que l'oxygène recircule à nouveau convenablement dans l'organisme. Après 48 heures, il y a une amélioration au niveau du goût ou de l'odorat. Pour certains, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais on ressent à nouveau. Et beaucoup de fumeurs me disent aussi, au bout de même de 2-3 semaines, me disent, j'ai vraiment, je supportais l'odeur de la cigarette et finalement, en retrouvant l'odorat, me disent qu'ils la supportent un petit peu moins. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a déjà quand même un bon changement qui est opéré. Après 72 heures, amélioration de la respiration. Et puis, au bout de 15 jours, un des bénéfices les plus importants pour la santé, c'est que le risque d'infarctus du myocarde, il diminue déjà. Et puis, plus on avance sans cigarette, et puis même s'il y a un petit faux pas, s'il y a une cigarette qui est refumée dans une occasion un peu difficile, dans une situation un peu difficile ou autre, on regagne tout de suite, on continue avec les bénéfices, hein, ça ne met pas forcément à mal tous ces bénéfices-là. Donc on peut que s'encourager. On peut vraiment que s'encourager et se dire, voilà, il y a 15 jours, et sachez, vous vous souvenez, on a le modèle de changement de comportement, vous savez, c'est un petit cercle où on explique qu'on a des stades en fait de changement, de changement, des stades dans lesquels on va se trouver au fur et à mesure qu'on met en place des comportements de santé, et notamment l'arrêt du tabac. Il y a la première phase où on ne se sent pas concerné par l'arrêt. On n'a pas tellement envie d'arrêter, mais bon, ça peut arriver qu'on commence un peu à se renseigner sur cette question-là. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'on se questionne sur est-ce qu'on a envie ou pas? Qu'est-ce qui va peser dans cette balance, justement, j'ai envie de commencer à penser à arrêter de fumer? Alors moi, quasiment systématiquement, une grande partie des fumeurs qui se présentent à moi, parce qu'on organise des consultations de tobacco en entreprise, et qui vient me rencontrer, et certains viennent sans avoir envie d'arrêter de fumer, mais quand on échange, on se rend compte que souvent, c'est un critère de santé qui est évoqué. C'est vraiment de se dire, bah là, je commence à ressentir un effet sur mon corps, je commence à sentir que j'ai un souffle un peu plus court. Il y a vraiment une gêne où je viens de reprendre le sport et je me dis que ouah, j'ai vraiment des difficultés au niveau respiratoire. C'est quasiment systématiquement la première chose qui amène la réflexion, c'est une question de santé. Et puis après, il y a plein d'autres raisons qui l'expliquent, mais le questionnement, il va commencer très souvent par cet argument-là. Donc là, ça veut dire 15 jours, on a passé déjà plein de stades.
on n'avait pas forcément peut-être envie tout de suite d'arrêter. Puis finalement, on a commencé à y réfléchir. On est peut-être venu regarder un webinaire, on s'est peut-être renseigné auprès d'un stand, par exemple, de Moi Sans Tabac. On a mis en place 2-3 petites choses. Et puis on s'est dit, bon, allez, on va se lancer. On s'est mis en action. Et là, ça fait peut-être 15 jours déjà que vous avez peut-être totalement arrêté de fumer ou peut-être commencé à diminuer. Et donc, il faut vraiment se motiver à poursuivre. C'est très important. Et si vraiment, n'oubliez jamais, on va revenir sur les aides à l'arrêt, s'il y a la moindre difficulté, il y a le 39 89. Le 39 89, c'est gratuit. Vous appelez, vous pouvez poser la moindre question. Je vois trop de personnes qui me posent des questions avec lesquelles ils sont restés sans réponse longtemps, qui les a souvent fait rechuter justement à certains moments. Vous appelez 39 89 si vous n'êtes pas sûr. Parfois, il y a certains qui culpabilisent, qui me disent j'ai arrêté de fumer, mais je vapote encore. Et ça fait une quinzaine de jours et je suis pas très à l'aise avec ça. Je me dis que j'ai arrêté quelque chose et je reprends quelque chose qui est peut-être plus toxique. Donc, c'est des questionnements, moi, auxquels je réponds évidemment, mais vous pouvez pas tous me rencontrer ou forcément prendre rendez-vous avec un tabacologue ou un addictologue. Donc 39 89, posez vos questions, ça vous permettra d'avancer. Et puis si vous voulez être accompagné, on vous dédie un tabacologue qui vous suit tout du long de l'arrêt. C'est des appels de 20 minutes. Donc il y a plein de choses possibles et donc il ne faut pas s'en priver, c'est important. Si vous voulez réagir par rapport à si vous êtes dans l'arrêt, n'hésitez pas, je lis évidemment la conversation. Alors, je voulais juste vous rappeler une chose, c'est que là, on va vraiment parler de la dépendance comportementale, mais c'est important quand même de recadrer ce que c'est l'addiction au tabac. Alors, pour toutes les addictions, ce qu'on dit, c'est que c'est une personne avec des caractéristiques particuliers pour chacun. On n'est pas tous égaux. On n'est vraiment pas tous égaux face aux addictions, face aux pratiques addictives. Et le tabagisme en fait partie. Il y a des personnes qui vont avoir des vulnérabilités que d'autres n'auront pas. C'est-à-dire que certains vont commencer peut-être à fumer dans un premier temps, dans un contexte, un environnement comme par exemple le collège, le lycée, peut-être au départ pour faire un peu comme les autres, et puis vont très vite abandonner. Et puis d'autres, le simple fait d'avoir fumé une fois, faire qu'ils vont devenir fumeurs presque une très grande partie de leur vie. Donc on n'est vraiment pas tous égaux face à ça. Donc il y a vraiment une personne dans un contexte, dans un environnement qui rencontre un produit. Et ce produit, c'est pas n'importe lequel, c'est le produit qui est le plus addictif. Vraiment, c'est important de retenir ça, parce que ça va permettre une chose. J'ai trop de fumeurs qui culpabilisent de leur addiction et qui me disent: «Mais c'est vraiment trop bête, dans la vie, je fais plein d'autres trucs où j'arrive à contrôler, ça, je perds le contrôle». Mais ça, c'est la définition d'une addiction, perdre le contrôle, justement, pas réussir à s'arrêter comme ça. Souvent, on me dit: «Oui, mais c'est qu'une question de volonté». Je sais bien, c'est dans la tête. Alors non, c'est pas qu'une question de volonté. Alors oui, il y a des choses qui sont dans la tête, mais dans la tête, ça veut dire, des mécanismes cérébraux, des choses très complexes. Et donc l'idée, c'est pour ça de se faire accompagner. C'est important parce que nous, on connaît un petit peu tous ces mécanismes-là et on va apprendre à les déjouer ensemble. C'est ça l'objectif. Et même parfois, en l'espace de 20 minutes, tout ce qu'on peut se dire, dans un rendez-vous, ça vraiment, ça peut changer la donne. Donc c'est hyper important de vous faire accompagner. Comme le dit le Moi Sans Tabac, le slogan actuel, c'est de dire que vous n'avez pas commencé seul, donc vous pouvez, arrêter en étant accompagné et vraiment c'est très important. Alors ce produit, c'est le produit le plus addictif. Je vous rappelle pourquoi. En partie, pour quelle raison? Il y a une raison principale, c'est que le temps, au moment où j'ingère, où je vais inhaler en fait du tabac, donc au moment où je tire sur la cigarette, ça va envoyer un pic très important. Ça fait un shoot en fait de nicotine. C'est un pic qui est très important, qui arrive en 7 à 8 secondes. Donc c'est un flash quoi, c'est hyper rapide. Quand d'autres produits peuvent mettre 10, 15, 20 minutes avant d'agir, celui-ci met vraiment 7 à 8 secondes. Donc c'est très rapide, c'est plus rapide, qu'une intraveineuse. Hem Et c'est les shoots répétés aussi. Plus si vous tirez 10, 15, 20 fois sur la cigarette, vous envoyez 10, 15, 20 shoots. Et puis donc il y a ce circuit de la récompense, on va le voir, ce qui est à l'origine, de la pratique addictive. Hem, la cigarette s'en empare très bien. Donc c'est un produit qui est très addictif, qui peut être attrayant, qui l'est de moins en moins auprès des jeunes parce que, il y a la vape qui a inondé un petit peu le marché. Donc c'est une personne avec ses caractéristiques, avec ses vulnérabilités, avec,
avec ses particularités, qui va rencontrer donc ce produit-là dans un contexte, un environnement. Souvent en France, les premières consommations des produits se fait aux alentours de 15 ans. C'est la moyenne, hein, pour certains c'est avant, pour d'autres c'est après. Donc le cerveau, il se développe entre 0 et 25 ans. Pendant ces 25 années, l'idée, c'est avec les produits, c'est d'essayer de les reculer le plus possible la première consommation. Pourquoi? Parce qu'on est exposé aux produits de toute façon. Plus on est exposé à un produit, c'est ça un peu aussi le contexte et l'environnement, et vous remarquerez que plus on est exposé à quelque chose et plus ça devient familier, et quand c'est familier, bah, on en éloigne un peu la dangerosité. On va banaliser un petit peu la dangerosité parce que c'est quelque chose que l'on connaît. Donc c'est vraiment de se dire, voilà, quand on s'y expose, si on peut reculer le plus possible, c'est le mieux. Parce que si on a commencé à fumer, par exemple, avant, l'âge de 15 ans, bah, le cerveau était au début du développement, donc il va effectivement intégrer que c'est quelque chose, dont il a besoin. Il s'est développé avec ce produit-là. C'est jamais impossible, d'arrêter de fumer, ça c'est quelque chose qui est vraiment qu'il faut se dire. Mais c'est plus évident pour ceux qui ont commencé, c'est assez rare malheureusement, pour ceux qui ont commencé après 20 ans par exemple. Mais on trouve toujours, des solutions, chacun est un peu différent, et l'objectif aussi d'aller voir un professionnel de santé, c'est de connaître son profil de dépendance. Savoir si on a plus de dépendance physique, si c'est plus du comportemental et du psychologique, et on va agir dessus. Donc le système de récompense, c'est ça qui est à l'origine. Vraiment, c'est important. Je vous rappelle ça parce que vraiment, je veux pas qu'on pense que, c'est juste une question d'habitude et que c'est un comportement comme n'importe quel autre, et que, finalement, il suffirait. Vous voyez? Et j'entends souvent ça. Il suffit d'avoir un peu de volonté et en fait, on arrête, c'est facile d'arrêter. Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a cette dépendance physique qui est présente. Il y a aussi ce système de récompense qui est un peu mis à mal avec, la cigarette. Donc ça veut dire que c'est une source de plaisir pour le cerveau. Ce système de récompense que je vais vous présenter rapidement, il est relié aussi au système de mémoire. Donc et c'est là que la dépendance comportementale aussi va s'installer. C'est que, le cerveau va enregistrer où est-ce qu'on va consommer. Il va y avoir plein de déclencheurs, et sans même qu'on s'en rende compte d'où viennent les automatismes. C'est-à-dire qu'il y a des déclencheurs qu'on n'a pas forcément analysés, et quand on va se retrouver dans une situation, dans un contexte ou en présence d'un déclencheur, et ben, comme une émotion par exemple, paf, ça donne envie de fumer et on va s'adonner à la consommation. L'émotion, c'est ça que je vais vous proposer, en deuxième partie du webinaire, c'est d'apprendre en fait à connaître ses sensations corporelles, à être connecté aux sensations corporelles, parce que plus tôt on arrive à détecter quand l'émotion arrive, quand le stress en fait aussi, est présent, et plus tôt on sera en capacité de prendre une décision. Plutôt que de réagir, de se dire: «OK, j'accueille l'émotion, j'accueille là le stress qui est présent, je sens qu'il y a quelque chose qui me perturbe». Il faut toujours savoir que ça finit par passer. On l'accueille, ça finit par passer tranquillement, le calme revient en fait. Alors que, souvent quand on n'arrive pas trop à identifier, on sent un bouleversement, on a envie que ça s'arrête et on va avoir une compulsion, on a envie ça peut être, de prendre un carré de chocolat, ça peut être de fumer une cigarette, de prendre un café, une cigarette. Donc c'est vraiment d'essayer d'apprendre, à détecter toutes ces choses-là. Alors, le système de la récompense, qu'est-ce que c'est? C'est au départ, voilà, ces différentes aires du cerveau qui discutent entre elles à travers, un neurorécepteur notamment qui est la dopamine. Pour savoir si on est, satisfait sur nos 3 activités de survie, donc ça, c'est très bien fait. Donc c'est boire de l'eau, manger et puis avoir des rapports sexuels. Rapports sexuels dans l'objectif, de la reproduction l'idée, c'est que les 2 premières activités, boire de l'eau et manger, c'est pour notre survie personnelle, puis la troisième, c'est pour, évidemment la perpétuer la survie de l'espèce. Donc ça, c'est très bien fait, c'est comme le stress, hein, il y a évidemment le stress au départ, c'est quelque chose d'assez adaptatif, hein. Il faut avoir un système de peur pour, pouvoir fuir, pouvoir préparer le corps à la fuite, par exemple. Mais effectivement, nous, quand on consomme un produit, et bien, il va venir un petit peu pirater ce système-là, et il va quand même le dopamine, c'est ce qui va provoquer le plaisir pour le cerveau, et en fait, il il va venir provoquer, du plaisir en dehors de ces 3 activités-là. Donc ça veut dire que le cerveau va enregistrer il y a une source de plaisir autre que celle-ci. Ça peut arriver à terme sur certains produits, qu'on arrive à à perdre l'appétit, à perdre la libido, et puis même parfois, oui, il peut y avoir de la déshydratation puisque le produit devient, ce qu'il y a de plus important. Alors ça va pas tout à fait se passer comme ça avec le tabac tout de même. Donc il faut bien ne pas oublier il y a ce mécanisme cérébral-là qui est vraiment à l'origine des pratiques addictives.
Voilà, c'est pas uniquement des habitudes. Vraiment, j'insiste, c'est important. Alors, on a plusieurs formes de dépendance. On a la dépendance physique, comme on vient de le voir, juste avant, c'est-à-dire que chaque fumeur, en tirant sur ses cigarettes, va tirer d'une certaine manière, et va avoir, un certain besoin en nicotine. Donc c'est des récepteurs nicotiniques qui sont au niveau du cerveau, et chacun, si vous fumez 10 cigarettes, j'en fume 10, on n'aura peut-être pas le même apport en nicotine. Peut-être que moi, je tire très fort sur la cigarette et je vais obtenir, je sais pas, 1,5 milligrammes de cigarette à la fin de ma cigarette, et vous, peut-être un peu moins d'1 milligramme parce que vous tirez très peu fort dessus. Donc c'est ça, quand on va voir un professionnel de santé, l'objectif, c'est de déterminer aussi un petit peu tout ça. Donc pour ça, on a un questionnaire, je l'avais présenté dans les séances précédentes. Ça s'appelle le test de Fagerström, on peut le faire juste en 2 questions, et puis après, on a un CO-testeur qui vient justement savoir un petit peu ce qui s'est passé au niveau des poumons, s'il y a beaucoup de monoxyde de carbone ou pas qui est encore présent, et ça permet de savoir à peu près. C'est pas très précis comme, il y a plus précis comme mesure, mais c'est déjà pas mal pour savoir si on a une dépendance physique ou pas. Donc c'est la première chose à déterminer. Pourquoi c'est encore important de parler de ça alors qu'on est sur la dépendance comportementale et psychologique? Parce que, c'est vraiment la première dépendance qu'il faut, aller, observer. Si la dépendance physique s'il n'y a pas de dépendance physique, typiquement le profil, c'est vous fumiez ou vous fumez 2-3 cigarettes par jour, par-ci par-là. Ça vous arrive de pas fumer, des fois pendant 2-3 jours sans que ça vous pose, particulièrement de problème. Si vous sortez de votre environnement habituel de travail, familial, et que vous partez en vacances, par exemple, et que vous ne fumez pas, et bien, ça veut dire a priori que ça va pas trop mal au niveau de la dépendance physique, par exemple. Donc ça veut dire que vous pouvez arrêter simplement, sans substitut nicotinique, sans apporter de nicotine. Vous allez pouvoir vous engager dans une réflexion sur la dépendance comportementale et psychologique. Pour celles et ceux, et c'est la grande majorité des fumeurs, hein, parce que personne commence à fumer un paquet de cigarettes par jour ou 10-15 cigarettes par jour. On fume une petite cigarette dans une occasion. Au départ, oui, les adolescents, quand ils sont interrogés, oui, c'est peut-être pour faire comme les autres. C'est devant le bahut, au collège, au lycée. Après, bah, c'est peut-être pendant les soirées, c'est peut-être pendant les week-ends, quand on fait des fêtes, et cetera. Et puis sans s'en rendre compte, bah, en fait, on multiplie les contextes. Ils deviennent de plus en plus importants et puis ils seront de plus en plus fréquents surtout. Et là, parallèlement à ces habitudes-là qui se mettent en place, bah, on se rend compte que, il y a une dépendance physique qui s'installe. Voilà, donc la dépendance physique, il faut s'en occuper parce que quand on arrête, j'ai encore une dame, ce matin en consultation dans une entreprise qui me disait, qu'elle avait tenté, pendant quelques jours l'arrêt sans rien, il y a 1 an en arrière, et elle me dit: «Mais j'ai tenu que 4-5 jours». Elle me dit: «Oh là là, je trouve que c'est nul», et en fait, elle a une dépendance physique qui est assez forte, et elle était dans une période de vie difficile, très difficile, un grand changement, s'était opéré dans sa vie, plutôt malheureux, et donc elle m'expliquait qu'elle n'y avait pas parvenu. Alors pourquoi on n'y parvient pas? Parce que s'il y a la dépendance physique qui est présente, c'est très, très coûteux en fait d'arrêter sans s'occuper de la dépendance physique, sans apporter de nicotine autrement, et si on est dans une période de vie vraiment, où rien ne va et qu'on est très stressé et que, on peut, avoir voilà, être en deuil, avoir un divorce, faire des séparations et cetera, on va être dans une période où on va avoir moins d'énergie à consacrer à un changement comme celui-ci. Donc il faut être vigilant aussi, et donc c'est pour ça que c'est important d'être accompagné. La dépendance physique, quand on s'en occupe pas, elle est très coûteuse en énergie, très, très coûteuse en énergie. Donc c'est d'essayer de se dire, vous voyez, quand je vous parlais de la motivation, entre la motivation, il faut essayer que l'effort soit le moins coûteux possible et que la récompense, elle soit renforcée. C'est pour ça que je vous parle des bénéfices pour la santé, mais vous avez plein de bénéfices autres que les bénéfices pour la santé. Il y a plein de choses, qui vont apparaître, au fur et à mesure des semaines qui vont passer sans tabac, et comment réduire l'effort? Et ben, en y allant avec le plus de douceur possible. Quand je parle de compassion et de bienveillance envers soi, c'est pas juste, pour utiliser ces termes, c'est vraiment, parce que si on découpe en étapes et qu'on met, des petites étapes au fur et à mesure, on va arrêter sans, alors pas s'en rendre compte non plus, mais disons que l'effort sera moins important, et donc ça veut dire que même quand il y aura une rechute, même quand on va refumer une cigarette, et ben, on va plus facilement, le cerveau va se souvenir que c'était pas si terrible que ça de mettre en place une étape de démarche d'arrêt, vous voyez? Que si on arrête comme ça du jour au lendemain et qu'on ne met rien en place, on va lutter, lutter, et ça va être vraiment pénible, surtout quand on est dans des phases un peu, compliquées de la vie. Donc la dépendance physique, il faut s'en occuper absolument, absolument. Maintenant, on va parler des autres formes de dépendance. La dépendance comportementale. Alors,
Je reviens sur qu'est-ce que c'est. Donc c'est une dépendance qui va être, c'est surtout en lien avec des situations dans lesquelles on va en fait fumer, des lieux dans lesquels on fume. Et là, il va y avoir des associations qui vont être faites, des associations avec le café, avec l'alcool. Ça va rythmer la journée. Donc, par exemple, typiquement, très souvent, les fumeurs me disent: «Bah, je me lève, je me prépare». Il y a un temps plus ou moins long entre le moment où on se réveille et puis, la première cigarette. Certains en enchaînent une seconde. Sur le trajet pour aller où on a besoin d'aller, ben, souvent on peut en fumer une. Si on a des bouchons, on va peut-être en fumer aussi. Si on a un rendez-vous, puis ou si on va au travail avant, après, pendant une pause. Ça entoure aussi les repas, très souvent, avant le repas, après le repas. Il y a des cigarettes d'émotion, des cigarettes de stress. Quand on vit une bonne pression ou quelque chose qui nous déplaît ou au contraire un truc, on est content, on a fait quelque chose de positif, il y a un résultat ou on reçoit une nouvelle. Certains me disent: «J'ai envie de me faire plaisir» et ça s'accompagne aussi, de la cigarette dans ces moments-là. Donc on va avoir voilà, ça va rythmer vraiment la journée, peut-être les émotions, peut-être les phases de stress et cetera. Donc ça va nous accompagner comme ça tout du long et quand on fume dans ces situations-là, bah, souvenez-vous, le système de récompense, il est en lien avec la mémoire, donc tout ça, c'est mémorisé et parfois, on n'a pas forcément, envie de fumer, mais le simple fait j'ai encore un fumeur, ce matin en consulte qui me disait que le simple fait d'aller sur le balcon, parce que c'est là qu'il fume, ça lui donne en fait, envie de fumer et s'il reste sur son balcon, bah, il va avoir une tendance en fait à fumer. Alors que s'il va juste sur le balcon avec une cigarette, il fume une cigarette, qu'il laisse son paquet à l'intérieur, parfois il me dit: «Bah, je suis déjà en train de discuter avec ma femme et puis bon, pas envie de re-rentrer pour aller chercher le paquet». Donc ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'on a mis un obstacle là. Vous voyez? Rien ne vous empêche de rentrer à la maison et de reprendre votre paquet de cigarettes. Mais là, plutôt que d'être dans l'automatisme, on va voir juste après, c'est pour ça que je parle de se mettre dans un espèce d'inconfort, mais c'est pour regagner, en décision. Donc qu'est-ce que c'est les automatismes? Ça s'apparente en fait aux techniques d'apprentissage. Je donne souvent cet exemple-là parce qu'il est assez parlant. Si vous êtes conducteur, par exemple, que vous avez passé votre permis B, que la première fois qu'on rentre dans une voiture, c'est un peu paniquant parce qu'il y a 3 pédales, un levier de vitesse, un volant, il y a plein de rétros, il faut faire attention à soi, aux autres. C'est assez paniquant et on se dit que peut-être on va pas y arriver et puis finalement, on se rend compte qu'après quelques heures de conduite, bah, on commence déjà un petit peu à maîtriser la mécanique, et puis au bout de 20 heures, bah, on peut très bien, commencer à passer son permis et puis après, il nous faut un peu d'expérience pour appréhender toutes les situations. Mais au départ, il nous faut très peu d'heures finalement pour appréhender quelque chose qui est au départ assez complexe. Et puis, aujourd'hui, quand vous montez dans une voiture ou si vous n'êtes pas conducteur, vous voyez bien que les conducteurs se demandent pas comment on fait pour conduire. Ça, c'est parce qu'il y a une au départ, quand on fait 1 heure de conduite, c'est très, très coûteux pour le cerveau, c'est très énergivore parce qu'il va falloir qu'il enregistre plein de nouvelles informations. C'est toutes ces nouvelles informations, il va les stocker en mémoire. La fois d'après, il y aura peut-être d'autres informations et puis au fur et à mesure, bah, on va faire des erreurs, puis il y a le moniteur qui est là pour redresser le volant pour et puis on va apprendre et c'est ça l'apprentissage, c'est qu'il y a un moment où c'est plus du tout coûteux pour le cerveau parce que c'est un truc dont qu'il a l'habitude de faire. Ça, c'est extraordinaire. Heureusement que tous les matins quand je me lève, j'ai fait l'acquisition d'une super machine à café. Je me demande pas la première fois qu'elle est arrivée, je ne savais pas comment l'utiliser donc il a fallu que je réfléchisse, que je regarde les boutons, le mode d'emploi, vous voyez? Et heureusement que tous les matins, je me questionne pas à savoir comment il faut faire un café, sinon je pense que alors j'arrêterai pas de consommer du café parce que ça reste une drogue, mais de se dire, bah, heureusement que j'ai pas ce questionnement-là tous les matins. Ça, c'est aussi un apprentissage. Donc là, vous voyez, c'est avec le café, mais c'est aussi avec le tabac, c'est la même chose. C'est-à-dire que vraiment, au moment où on est en apprentissage, le cerveau, il est en éveil pour absolument tout. Le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Donc toutes ces sensations-là, elles vont être présentes au moment où on va fumer et dès qu'on va se retrouver dans une situation, qui s'apparente, à des situations de consommation, bah, ça peut donner envie de consommer. Je vous donne un exemple simple. J'ai une patiente la dernière fois qui me disait qu'elle consommait, elle consommait avec la personne avec qui elle vivait le matin, elle fumait une cigarette et elle me dit: «Des fois, je suis dans mon lit et le simple fait d'entendre le conjoint, en fait, ouvrir la fenêtre, ce bruit-là», elle me dit: «Je sais que ça veut dire cigarette». Donc elle me dit: «Ça me lève parce que ça veut dire que je vais le rejoindre et qu'on va fumer une cigarette, à la fenêtre». Donc vous voyez vraiment, ça, il faut essayer de les détecter, ces petits déclencheurs-là, pour ensuite se dire: «Je peux ne pas y réagir». Alors,
il faut faire attention à la dépendance physique à ce moment-là, pas retirer des cigarettes un peu partout sans apporter de la nicotine autrement. Mais c'est de se dire, voilà, on va déjà regarder toutes les cigarettes qui sont présentes et aussi ce qu'il y a derrière chacune des cigarettes et entendre et voir tous ces déclencheurs-là. Hein. C'est hyper important pour pouvoir après les déjouer. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va déjouer ces automatismes-là? Alors, j'entends souvent, euh, même là, si ça fait 15 jours que vous avez arrêté de fumer, vous vous êtes pas encore confronté à toutes les situations déclenchantes. J'entends. Souvent, il y a des petites rechutes dans l'année, c'est toutes les premières fois, à nouveau, sans cigarette. Parce qu'on a fait sa vie avec la cigarette, et là, on se retrouve sans cigarette, et il va y avoir plein de premières fois qui vont se présenter. Le premier verre avec les copains, les premiers verres avec la famille, que ce soit de l'alcool ou pas alcool, ça peut être une réunion. Parce que en soirée, il y a l'alcool qui va amener à plus consommer, mais pas que. Il y a l'effet conversationnel aussi. Il y a l'ambiance, il y a cette idée de la fumée, le fait si d'autres personnes fument, ça va influencer aussi notre comportement. Si on n'est qu'avec des fumeurs, eh ben, on va s'adonner à beaucoup plus de consommation de tabac que si on est avec des non-fumeurs. Et même les gros fumeurs le disent. Alors, c'est pas vrai chez tout le monde, mais c'est vrai quand même en grande partie. Hein. On a des neurones miroirs, ce que font les autres, ça peut nous donner envie de le faire aussi. Donc, vous n'êtes pas encore confronté à toutes les premières fois. Et c'est ça le job en ce moment à faire. C'est de se dire, OK, vraiment, je regarde à vue tout ce qui va se présenter là dans les prochains jours. Est-ce que, bah oui, peut-être que j'ai évité les petites soirées, et puis là, je vais peut-être en avoir une bientôt. Je vais avoir un événement un peu exceptionnel. Peut-être que je vais partir en vacances. Hein, parce que si on part en vacances, certains me disent oui, je résiste pas quand je pars en vacances dans un pays où il fait chaud et que je vais être sur la plage. Pour moi, ça veut dire cigarette. Donc les gens me disent ça me paraît impossible. Je sais que je vais rechuter. Alors, voilà, par exemple, j'ai mis l'exemple de ça me paraît impossible après un repas de ne pas fumer. C'est des cigarettes les plus difficiles à enlever. C'est la première du matin, très souvent, et c'est celles qui vont entourer les repas. Mais c'est impossible parce que on remet pas en question les habitudes. Il y a bien eu des fois où on n'a pas fumé dans ces moments-là. On va aller les chercher en mémoire et puis on va essayer de trouver des alternatives. On va essayer de comprendre pourquoi c'est présent et puis on va bosser sur les alternatives. Elles sont propres à chacun. Chacun va trouver. C'est pour ça que parfois on fait la liste des gestions des envies. C'est quand j'ai envie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour éviter de rechuter. Alors des fois il y a écrit manger une pomme, parfois il y a écrit boire un verre d'eau, et les gens me disent bah, non, ça n'a rien à voir. C'est juste pour détourner l'attention. L'idée c'est de détourner l'attention parce que quand on va en avoir envie, déjà il faut savoir qu'on en a envie et pas répondre à la compulsion d'aller fumer. C'est juste que ça reste là, c'est présent. Et puis, on sait que ça va passer. En quelques minutes, ça passe. L'envie passe en quelques minutes. Plus on y résiste, moins on y répond. Et plus ces envies, elles seront. Là, à 2 semaines d'arrêt, vous en avez peut-être encore des envies. On appelle le craving, c'est des envies vraiment importantes de fumer. Vous en avez certainement encore. Mais si vous n'y répondez pas, au fur et à mesure du temps qui va passer, bah, elles seront moins fréquentes, ces envies, et surtout moins intenses. Si on y répond, en revanche, elles auront la même intensité et souvent la même fréquence. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette dépendance comportementale? Quand je dis se contraindre, sortir du confort, c'est pas du tout péjoratif. C'est si je m'installe là tout de suite devant la télé avec Netflix en me disant j'ai mon paquet de cigarettes ou une vaporette, par exemple, une vape. Évidemment que ça va être l'autoroute de la consommation. En revanche, si je me contrains un tout petit peu, alors il faut regarder quelles sont ces cigarettes-là. Si c'est c'est de se dire, bah, je vais prendre mon paquet de cigarettes et je vais le mettre dans une autre pièce. Ça ne va pas m'empêcher de me lever si j'ai envie de fumer, d'aller chercher mon paquet. Mais entre le moment où je me dis, ah, mais où est mon paquet? Là, je sors de l'automatisme. Quand vous faites un trajet, le même trajet, que ce soit en voiture, en métro, peu importe, vous faites le même trajet ou à pied, à vélo, tous les matins pour vous rendre là où vous devez vous rendre, soit au travail, peu importe, vous faites ce même trajet. Vous êtes en mode automatique, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Si en revanche il y a des travaux sur votre trajet, ça va vous sortir de l'automatisme. Vous allez dire, ah, ben, par où je vais passer? Ça va durer une seconde, hein, parce que vous connaissez certainement le quartier. Donc vous allez tout de suite vous dire, bah, je vais prendre à droite, à gauche, puis c'est bon, je suis retourné sur le trajet que je voulais. Mais ça va vous sortir du mode automatique. C'est exactement ce qu'il faut essayer d'impulser avec la dépendance comportementale. Quand je dis se contraindre et sortir du confort, c'est ça. C'est le confort pour le cerveau. C'est de se dire, j'ai tout à portée de main.
pareil, là, si vous avez déjà essayé d'arrêter, essayez pour le moment, de ne pas trop vous exposer à des situations qui peuvent être difficiles pour vous. Comme ça, l'arrêt s'installe et après, on va aller se confronter. Ce sera l'objet de notre prochain webinaire sur comment prévenir les rechutes, justement. Donc, c'est déjouer les automatismes, c'est vraiment essayer de contourner tout ce qui est mis en place par le cerveau au niveau de la mémoire. C'est coûteux en énergie, hein. Il faut de l'énergie pour ça. Et c'est pour ça que c'est important de bien gérer sa dépendance physique. Parce que comme ça, on aura moins d'énergie pour la dépendance physique et beaucoup plus à consacrer à ces réflexions-là, hein. Pour ça, il y a un questionnaire. Vous pouvez remplir ce questionnaire. Il est sur Tabac Info Service. C'est celui de Tabac Info Service, d'ailleurs, que je vous ai mis juste là. Il regroupe pas mal de dimensions. Les dimensions qui sont présentes, ça va vous permettre, alors, même sans faire le résultat, vraiment regarder un petit peu ce qui est proposé et ça va vous permettre de faire le point sur votre comportement tabagique. C'est par exemple, je fume automatiquement sans même y penser, je fume pour faire comme les autres, je fume, enfin, fumer pour faire comme les autres. C'est peut-être quand je suis avec les autres aussi que je fume plus. J'ai plus de plaisir lorsque j'ai plus de cigarettes, il faut absolument que je m'en procure. Ça peut être ça aussi. Parfois, si on habite à côté d'un bureau de tabac et qu'on a l'habitude de faire le même chemin pour aller, le matin, le soir en acheter, bah, c'est peut-être dans un premier temps, ou quand ça devient difficile l'arrêt, de maintenir l'arrêt, c'est de changer de parcours. De se dire: «Bah, je rallonge peut-être de 2-3 minutes, mais je vais peut-être pas passer devant le tabac». Et puis il y a un jour, je vous assure, hein, vous allez passer devant le tabac sans même vous rendre compte qu'il est là. Je je vous dis ça parce que c'est mon cas. J'ai arrêté de fumer il y a un peu plus de 10 ans et en déménageant, avant, je savais exactement où étaient tous les tabacs dans ma ville, parce que comme ça, on sait où aller en chercher. Mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas, j'ai un ami une fois qui m'a dit: «Bah, je suis au tabac à tel» et je me suis dit: «Mais il y a un tabac? Ah oui, effectivement, il y a un tabac». J'ai plus besoin de les répertorier et ça, c'est vraiment une charge mentale. De savoir où sont les tabacs, savoir si on a suffisamment de cigarettes, d'anticiper toutes ces choses-là. Vous voyez, ça, c'est un autre bénéfice qu'on gagne aussi. C'est de plus avoir à réfléchir, et de plus avoir à s'organiser, par rapport à ces achats de cigarettes. Donc vraiment, je vous invite à faire le questionnaire parce que ça va vous apprendre certaines choses. Moi, je le conseille toujours ou parfois on le fait ensemble en consultation, où je pose quelques questions. Comme ça permet vraiment de se dire: «OK, bon, bah, ça va vous éclairer un peu plus sur votre dépendance, comportementale». Alors la dépendance psychologique maintenant, alors assez rapidement parce qu'en fait, on va surtout je l'ai déjà présenté lors des webinaires précédents, se concentrer sur la gestion du stress. La dépendance psychologique, c'est vraiment la fonction que va avoir la cigarette dans notre vie. Alors ça peut être une identité de fumeur, oui, c'est vrai. On peut ne pas se voir non fumeur, ne pas appartenir à l'autre groupe. Ça peut être là, ce que je vous ai disais, c'est d'anticiper le manque, de se dire: «Oh là là, il me reste que 2-3 cigarettes, demain on est dimanche, le tabac il est peut-être fermé», donc on va anticiper tout ça. Comme moi, vous connaissez peut-être, les bureaux de tabac par cœur, sur vos divers trajets. Ça va être les croyances qu'on va y associer, penser que ça va nous détendre. On va avoir peur d'être plus stressé encore si on arrête de fumer. On va avoir l'impression que ça nous aide à gérer le stress. Alors c'est important de savoir aussi que le tabac, ça stresse, hein, parce que c'est le monoxyde de carbone, empêche, hein, l'oxygène de bien se véhiculer dans le corps et ça stresse l'organisme. Donc quand on arrête de fumer, on est bien plus tranquille. Mes patients en font l'expérience et aussi personnellement, j'en ai fait l'expérience. Mais je sais à quel point ça peut être difficile de penser qu'on sera moins stressé sans le tabac. Alors ça peut être le cas au début, hein, quand on arrête, ça bouleverse un peu, donc on est peut-être un petit peu plus stressé parce qu'il faut faire face, à la vie sans tabac et puis après très rapidement ça va beaucoup mieux et puis on est stressé souvent aussi quand on n'a pas quand la dépendance physique n'est pas bien gérée, qu'on est en sous-dosé ou surdosé par exemple. Donc voilà, ça peut être vraiment toutes ces choses-là et pareil, je l'avais présenté précédemment, pardon, il y a le test de excusez-moi. Il y a le test de Horn, qui, une fois de plus, je vous encourage à le faire parce que ça va vous éclairer sur la dépendance, psychologique, hein. Donc par exemple, je fume même quand je suis détendue, parce que des fois il y a vraiment cette pensée de se dire: «Quand je suis détendue, justement, j'ai plus envie de fumer». D'autres vont
tendre justement l'inverse, vont avoir la tendance à l'inverse, c'est-à-dire quand ils sont stressés, qu'ils ressentent plus le besoin de fumer. Je vous avais parlé de l'implémentation d'intention. Ça, c'est vraiment ce que je vous ai dit au début, la semaine dernière. C'est plus efficace pour atteindre les objectifs, c'est de faire des petites étapes. Ce que je vous disais, c'est si vous n'êtes pas encore là, dans l'arrêt, la première étape, c'est pas de se dire: «Faut que j'arrête de fumer». Ça, c'est horrible, en fait, de se dire ça pour le cerveau, c'est affreux. «Faut que j'arrête de fumer», c'est monstrueux. Alors que si on se dit: «Première étape», bah, ça peut être, bah, là, ici, on regarde un webinaire, on essaye de s'informer. La première étape dans le changement de comportement, c'est l'information. Donc si vous êtes là, c'est hyper important. Si vous le regardez en replay, c'est vraiment, faut se féliciter de cette première étape-là. Même quand on n'a pas envie d'arrêter de fumer, sans le savoir, on a gravi la première marche en venant s'informer. C'est qu'il se passe quelque chose si on a envie de s'informer. Et puis après, la deuxième étape, bah, c'est peut-être d'appeler 3989. C'est simple, c'est gratuit, on compose 4 chiffres et puis on pose les questions qu'on veut et puis après on peut même se faire accompagner. C'est vraiment de quand on a l'intention d'arrêter, quand on a l'intention de poursuivre, son arrêt, c'est de découper en différentes étapes tranquillement et d'être assez précis. Je vous dis ça parce que ça, c'est un vrai job dans la dépendance comportementale. C'est-à-dire, par exemple, je veux plus fumer après le repas du soir. Oui, mais on fait quoi à la place? Comment est-ce qu'on apporte autre chose, une nouvelle habitude? Comment est-ce qu'on va faire? Donc il faut l'imaginer et ça, il faut le faire avant d'être dans la situation. C'est vraiment, il faut sortir de la situation et juste avant, on le voit avec un tabacologue et on se dit: «OK, qu'est-ce que je fais?» Donc là, quand je finis, je bois un thé, je vais marcher 10 minutes. Chacun fait ce qu'il veut, c'est d'essayer de trouver, son petit truc. Certains me disent: «Bah, je fais des mots fléchés». J'ai jamais fait de mots fléchés de ma vie. Bah, j'en fais. D'autres qui me disent qu'ils le font, systématiquement. Par exemple, moi, c'est mon cas sur la plage, quand ça capte pas ou autre avec les téléphones portables, on va faire des mots fléchés. Donc il y a une action il y a en mémoire, il y a quelque chose de c'est sur la plage, on est détendu, on fait des mots fléchés, on a le temps, on regarde même pas l'heure et le fait de faire ça après le repas, bah, c'est vraiment, il va y avoir cette ambiance-là un peu de détente, même si on coche, enfin, on fait que quelques mots fléchés, c'est pas la question. C'est d'essayer de se dire: chacun va trouver la petite chose qui va, on va garder le plaisir. Si on allait fumer dehors, c'était un moment pour soi et cetera, mais aller dehors sans les cigarettes et prenez ce moment pour vous, vraiment ça, c'est hyper important. Alors, il nous reste que 2 minutes pour les techniques corporelles, mais je vais prendre peut-être 5 minutes. 5 minutes, vont suffire parce que l'idée, c'est vraiment de vous présenter ça comme, de vous mettre un peu le pied à l'étrier. C'est qu'est-ce que c'est les techniques corporelles? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Il y en a plusieurs des techniques corporelles, c'est souvent des techniques de relaxation, de respiration. Ça va réduire le niveau de stress. C'est-à-dire que la base, de notre stress, bah, sera inférieure si on s'adonne à quelques techniques corporelles. Ça va avoir plein de bénéfices, sur l'amélioration du sommeil. Ça, c'est hyper important. Si on veut avoir de l'énergie aussi pour poursuivre l'arrêt, par exemple, ou pour, amener de nouvelles habitudes, c'est bien de pouvoir, se reposer et la meilleure manière de se reposer, il y en a pas d'autres, il y en a quelques autres, mais elles sont moins efficaces, c'est le sommeil. Donc apporter du sommeil, c'est une technique corporelle, mais ça peut être aussi la pratique, pardon, d'une activité physique, d'une activité sportive, qui va nous permettre de vraiment, se relaxer, il y a tout un système d'hormones qui nous font du bien et qui nous détendent et qui vont être plus propices, à bien dormir aussi. Donc c'est une ressource au quotidien avec peu de contraintes finalement. Alors il y a des inconvénients, c'est ce que j'appelle moi c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo. C'est-à-dire que quand on ne croit pas aux techniques corporelles, qu'on est sceptique, bah, souvent on n'y met pas un bon entrain, et on n'a pas très envie de le faire. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre pourquoi elles sont là et puis comment on va commencer. Parce que je ne vais pas tout de suite vous dire: «Bah, venez, on fait une séance de méditation», parce que si vous avez jamais abordé de technique corporelle, ça va vous paraître, inabordable justement. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous rendre les choses abordables, de se dire: «Bah oui, ça c'est quelque chose que je peux faire clairement». Il y a pas d'effet magique, ça c'est important aussi de se le dire. C'est-à-dire qu'on peut, on va mettre en place des petites techniques de respiration à droite à gauche au cours de la journée ou au cours de la semaine. Il faut le voir juste comme une ressource, comme aussi un état d'esprit. Pardon, mais l'objectif, voilà, c'est pas de devenir des méditants. Alors moi, je vous propose quelque chose, on va pas le faire ensemble, et je vous explique simplement ce que c'est et je vous inviterai après, il y a beaucoup de vidéos qui se font sur YouTube, surtout des audios en fait, c'est pas vraiment des vidéos, pour pouvoir les faire. C'est la relaxation de Jacobson, qu'est-ce que c'est? C'est que si je vous dis,
Si je vous dis de porter attention sur des parties de votre corps, si vous l'avez jamais fait, c'est un peu difficile. Et puis bon, on ressent pas tout de suite la récompense, donc ça peut être un peu compliqué. Que là, l'idée, c'est qu'on va porter l'attention, on va commencer par une tension musculaire, quelque chose d'un peu désagréable, pour justement plus apprécier la détente et l'identifier, apprendre à identifier la détente, ce qui se passe dans le corps. Donc ça va être, par exemple, ce qu'on vous dira dans une vidéo, c'est de vous installer souvent assis et de serrer très très fort les poings. Vraiment, vous serrez le poing comme ça, mais très très fort. Vous amenez une espèce de crispation pendant quelques secondes et puis vous relâchez. Et là, il faut essayer, au moment du relâchement, de voir un peu tout ce qui se passe dans le corps. Ça peut être de serrer, de rabattre un peu vos orteils très fort aussi. Et puis quand on lâche, bah, des fois on est surpris parce qu'on se rend compte bah, qu'il y avait aussi les muscles des mollets qui avaient été contractés. Alors que ça, on l'a peut-être un petit peu moins identifié. Ça va être les muscles des cuisses. Si vous êtes assis, c'est de les contracter comme si vous alliez vous lever, impulser un mouvement pour se lever, et de se rendre compte qu'en relâchant, bah oui, on observe qu'il y a une vraie détente qui s'installe. Donc ça, je trouve que c'est ce que je dis à mes patients qui en ont besoin, souvent qui ont des pratiques addictives en plus de la cigarette, d'autres produits, et qui en fait consomment parce qu'ils ont besoin de couper les sensations corporelles, parce qu'il y a eu trop de tension, il y a eu trop de douleurs, qu'elles soient psychiques, physiques, enfin psychologiques ou physiques, et donc ils viennent un peu s'anesthésier. Et certains l'ont fait tout au long de leur vie. Et donc aujourd'hui, de leur demander de se concentrer sur leur corps, bah, c'est un peu difficile. Ils n'ont jamais fait. Au contraire, ils ont essayé de l'oublier, ce corps. Donc c'est une technique qui peut vraiment aider à apprendre à le faire, en commençant par l'attention. Donc je vous invite vraiment, parce que peut-être que les autres techniques parfois sont un peu moins abordables. Celle-ci, elle l'est vraiment. Donc la relaxation de Jacobson. Après, on a la cohérence cardiaque, que vous connaissez certainement euh, déjà, parce qu'on en entend beaucoup parler. C'est une technique de respiration qui va permettre, en contrôlant sa respiration, ça va abaisser le rythme cardiaque. Et ça permet de dire au cerveau qu'on n'est pas stressé. Quand lui se stresse et qu'il interprète des choses et qu'on finit par avoir peur de certaines situations, ça augmente le rythme cardiaque. Donc c'est assez délétère pour la santé et puis pour la tranquillité aussi. Et donc quand on apprend à respirer d'une certaine manière, c'est pas une façon naturelle de respirer, ça va permettre d'apaiser le rythme cardiaque. C'est la seule manière de le faire. Et ce cœur va envoyer un message au cerveau en disant OK, tout va bien. Cette technique-là, vous pouvez l'utiliser. Il y a une application qui s'appelle Respirelax. Elle est sur iPhone, aussi sur Android. Vous avez aussi Respi Détente. Celle-ci, elle est que sur Android. L'idée, c'est en téléchargeant cette application, si vous allez sur la partie juste ici, la relaxante, vous allez avoir une inspiration qui est plus courte que l'expiration. En gros, si je l'exagère, ça peut donner, je ne sais pas si vous entendez, ça va donner. J'ai un tout petit peu inspiré, j'ai expiré longtemps. Donc on va souvent inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps, par exemple. Ça peut être un petit peu différent. Et ça, l'idée, c'est vous voyez, il y a une petite boule là, quand on démarre, ça va lancer la boule, il faut inspirer quand ça lance, et quand ça redescend, on expire. Ça vous est expliqué sur l'application. L'objectif, c'est d'essayer de le faire 5 minutes. C'est 6 respirations par minute, mais ça, c'est calculé par l'application. Et c'est bien d'essayer de le faire 3 fois par jour. Moi, je le fais quand j'ai, par exemple, quelque chose de stressant à faire, un événement particulier, je ne sais pas, par exemple, une prise de parole devant une centaine de personnes en présentiel ou ce genre de choses. Mais parfois, on ne sait pas pourquoi, juste avant de prendre le micro, même si c'est un truc qui va bien d'habitude, on se sent un petit peu stressé. Bah, je prends quelques minutes pour respirer à nouveau. En plus, ça dilate le diaphragme, donc on ne va pas forcément bégayer, on va avoir plus de souplesse qui va éviter le stress, justement. Donc, on peut l'utiliser vraiment au quotidien, dans plein de situations, mais surtout dans des périodes de stress, ça peut vraiment être intéressant. Ça peut faciliter l'endormissement. Au début, vous le faites avec l'appli, et après, l'application, vous n'en aurez plus besoin, vous saurez faire. Je vous avais mis un exemple, mais vous allez pouvoir le faire seul. Les aides à l'arrêt, rapidement, je sais, j'ai dépassé de 5 minutes, je suis désolée. Les aides à l'arrêt, donc je dis à chaque webinaire, multipliez vos chances, multipliez vos ressources d'aide, c'est hyper important. Le mois sans tabac vous propose le 39,89 dont je vous ai déjà parlé. Vraiment, c'est du lundi au samedi de 8h à 20h. On peut trouver un créneau qui peut vous arranger. C'est les professionnels de santé que vous pouvez trouver sur Tabac Info Service.
Il y a un coaching aussi qui se fait sur l'application de tabac infoservice. Tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez avoir le kit sans tabac, le kit du mois sans tabac. Donc voilà, essayez de multiplier tout ça, c'est hyper important. La proposition d'exercice la semaine dernière, c'était de se dire: «On a des croyances», comme je vous ai dit: «Ouais, c'est impossible, je j'arrêterai pas de fumer après le repas» et on va essayer de modifier ces croyances-là. On va réfléchir, se dire: «OK, c'est vraiment impossible, il y a pas autre chose à faire que ça» et donc chacun va pouvoir apporter une réponse et après on va se mettre en action. Vous voyez? Donc ça, c'est par exemple fumer est indispensable pour se calmer quand on est énervé. Moi, si je suis énervé, il faut absolument que je fume, je ne sais pas faire autrement. Et puis si on se questionne, si vraiment on va rechercher, on se dit: «Bah, ouais, c'est bon, il y a peut-être d'autres solutions, plus pratiques que celle-là» et puis bon, par exemple, si vraiment je suis dans une situation, l'émotion, est très présente en ce moment, je suis très agacée, bah, il y a peut-être des techniques de relaxation qui peuvent m'aider ou je peux détourner mon attention, sortir, faire un tour à ce moment-là quand je me sens très énervée et la cigarette, parfois, on se rend compte qu'elle est juste accessoire dans ces moments-là. Elle nous apporte, finalement, pas forcément grand-chose, mais c'est un prétexte. Beaucoup me le disent ça pour la pause au travail, ils me disent: «Mais si je fume pas, c'est mal vu en fait que j'aille, prendre une pause pour rien faire. Il faut accompagner forcément soit d'une cigarette, soit dire: "Je vais prendre un café" ou ben, ne dites pas à vos collègues que vous fumez plus et sortez comme si vous alliez fumer, sauf que vous faites un tour. Non, mais bien sûr, voilà, il faut trouver des solutions et puis après on va mettre en place, la petite action. Mais c'est des choses assez simples à mettre en place, mais il faut les penser. Déjà, il faut avoir la croyance de base, la modifier, ça on peut le faire avec un professionnel de santé et puis, se mettre en action. Et la vraie proposition d'exercice pour aujourd'hui, parce que ça c'était la proposition de la semaine dernière, essayez dans le quotidien d'intégrer, une technique, de respiration. Vous pouvez le faire à plusieurs ou si vous avez un conjoint, une conjointe, des enfants, vous pouvez dire: «Bah, voilà, on prend 5 minutes», c'est juste 5 minutes et on suit l'application en plus, hein, au départ et on voit avant l'agitation peut-être qu'on avait, même au niveau mental et puis on observe après une fois qu'on l'a fait, s'il y a un changement. Donc on va avoir terminé dans 30 secondes. Ça, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on enfin qu'il faut, il y a aucune obligation, mais c'est de se dire: «Il faut y mettre de la patience». J'ai encore vu une dame aujourd'hui qui me disait, dans tout ce qu'elle disait, elle était très dure envers elle-même. Elle me disait: «Moi, je me trouve nulle de fumer. Oui, ça fait longtemps que je fume, mais avant je fumais que 2 cigarettes. Aujourd'hui, je fume plus d'un paquet. Je ne sais pas pourquoi». C'était très violent en fait ce qu'elle disait à elle-même et en fait, l'idée, c'est d'essayer d'avoir de la compassion pour soi, de la patience, d'essayer des choses. Si ça fonctionne pas, si là, déjà, en 15 jours, vous avez eu des faux pas ou vous avez repris, mais réessayez encore, encore et encore. Il y aura forcément quelque chose qui va vous convenir. C'est pour ça que je dis qu'il y a pas d'ingrédient magique, mais chacun a sa recette. C'est juste qu'on n'a pas tous les mêmes ingrédients, on est tous différents et il faut que vraiment chacun trouve ce qui va lui convenir. Il faut y aller avec curiosité, sans jugement. C'est de se dire: «OK, la dernière fois, j'ai essayé ça, ça a fonctionné. J'ai rechuté pour telle raison, mais je peux utiliser le truc qui avait fonctionné au départ. Vous voyez, c'est vraiment essayer de vous voir comme un expérimentateur qui va ajouter un élément, une variable dans une expérience scientifique et qui, en la retirant, va se dire: «Ah bah ça fonctionne mieux, ça un peu moins». Il faut de la patience, ça prend du temps. Il faut avoir de la compassion pour soi. Ce que je disais à la dame ce matin, si un de vos enfants vient vous voir en disant: «Oh je me trouve nul, j'ai pas réussi à faire ça, c'est sûr, j'y arriverai pas la prochaine fois». Mais bien sûr que vous allez pas lui dire que vous le trouvez nul, vous allez lui essayer de trouver toutes les ressources qu'il a, lui donner des exemples, de toutes les fois où il a réussi quelque chose pour essayer de l'injecter dans la nouvelle, habitude ou la nouvelle tâche à accomplir. Faites la même chose pour vous. Vraiment, c'est important. Imaginez que c'est une personne que vous aimez profondément, votre meilleur ami, un conjoint ou un parent, et que vous avez envie d'aider. Faites la même chose pour vous. Souvent pour ça, on est, beaucoup moins indulgent.